Il y a quelque chose d'étrange que j'ai remarqué depuis que je suis sur YouTube. La plupart des créateurs, ils traitent YouTube comme un outil de visibilité. Ils pensent en termes de vues, d'abonnés, de tendances. Moi, depuis le premier jour, j'ai regardé YouTube comme un algorithme à comprendre. Pas à subir, à comprendre. Et après 18 ans passés à décortiquer Google, j'ai réalisé que cette façon de voir les choses, ça me donnait un avantage que les autres créateurs n'ont pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je vois et pourquoi un SEO de métier comprend mieux YouTube que certains qui y sont depuis des années. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à faire une précision importante sur ce que j'entends par voir YouTube différemment. Et je dis pas que les créateurs YouTube connaissent pas leur plateforme. Certains créateurs la connaissent infiniment mieux que moi, sur des aspects précis, notamment sur la production vidéo, sur le storytelling, sur la relation avec leur audience. Ce que je dis juste, c'est qu'un profil SEO, il apporte une grille de lecture spécifique sur le fonctionnement des algorithmes. Une façon d'isoler les variables, d'observer les signaux, d'anticiper les comportements. Et cette vision, cette compétence-là, la plupart des créateurs l'ont pas développée. Et cette grille de lecture appliquée à YouTube, ça révèle des mécanismes que j'aurais sûrement mis des années à comprendre si j'avais pas eu ce background technique. Ces 18 années que j'ai passées à analyser les algos, ça m'a appris 3 leçons qui s'appliquent directement à YouTube. La première, c'est que tout algorithme, il optimise toujours pour un objectif business très précis. Par exemple, Google, il optimise pour que les utilisateurs trouvent rapidement ce qu'ils cherchent et reviennent sur Google. YouTube, il optimise pour que les utilisateurs restent sur YouTube le plus longtemps possible. Et cette différence, elle change tout. Sur Google, tu optimises pour le clic. L'objectif, c'est d'amener l'utilisateur sur ton site. Sur YouTube, tu optimises pour la rétention. L'objectif, c'est de garder l'utilisateur sur YouTube via ta vidéo. La conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est qu'une vidéo qui ouvre sur une promesse forte et qui la tient jusqu'au bout, elle sera toujours favorisée par YouTube. Et ça, c'est pas parce que la vidéo est bien faite. C'est juste parce que ça sert l'objectif business de la plateforme, en l'occurrence ici, YouTube. En faisant ça, tu deviens un allié de YouTube. Parce que l'objectif de YouTube, c'est que les annonceurs, in fine, dépensent un max de pépettes. Et pour que les annonceurs dépensent un max de pépettes, il faut que YouTube mette tout en œuvre pour retenir, pour garder un maximum ses viewers sur la plateforme. Et pour ça, il a besoin d'alliés qui sont ici les créateurs. D'où le fameux adage follow the money. Toi, si je te fais voir ça avec un visuel pour que ça soit plus simple à comprendre. Donc, comme je t'ai dit, tout algorithme, il optimise pour un objectif business très précis. Google, l'objectif business, c'est que l'utilisateur trouve sa réponse rapidement et revienne sur Google pour chercher la prochaine. Donc, ce que tu optimises ici, c'est le clic. Ce qui devient très problématique avec les fameuses recherches zéro clic et les arrivées des AI Overview. L'objectif du clic, c'est d'amener l'utilisateur sur ton site. Le signal mesuré ici, alors il y en a plusieurs. Il y a bien sûr les backlinks, donc les liens, le AT, la pertinence sémantique et les core web vitales. Sur YouTube, l'objectif business, c'est que l'utilisateur reste sur YouTube le plus longtemps possible en passant de vidéo en vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs, petit aparté, si tu analyses de près YouTube, tu verras notamment aux US qu'il y a plusieurs créateurs qui à la fin de leur vidéo ne recommandent pas une de leurs vidéos, mais des vidéos d'autres créateurs avec des centres d'intérêt similaires. Ça peut sembler contre-intuitif au premier abord, mais s'ils font ça, c'est pas par hasard, c'est justement pour inciter les viewers à rester un maximum sur la plateforme. Ça rejoint finalement le principe du PageRank en SEO. C'est-à-dire que la page émettrice qui fait un lien vers la page B, elle agit comme un vote. Et donc, dans un premier temps, avant qu'elle transfère de popularité, la page qui fait le lien est poussée dans l'algo. C'est toute l'astuce et la faille des 302. Bon, ça, c'est pour la petite aparté technique. Mais juste pour que tu comprennes, ces particularités techniques propres à l'algo Google ou au SEO, c'est transférable sur YouTube. Donc, on va rester simple ici. Ce que tu optimises, c'est la rétention. Pourquoi? Pour garder l'utilisateur sur YouTube via ta vidéo. Les signaux mesurés ici, il y en a plusieurs. Le principal, c'est le watch time, la rétention et le CTR via la miniature. Également, donc la miniature, la thumbnail, le titre. Bon, en réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a notamment une notion de cluster, de segmentation de groupe. L'erreur, c'est de raisonner en termes de moyenne et de médiane, ce qui fausse complètement le signal et ce qui crée du bruit. Donc, si on récapépète, sur Google, tu optimises pour quitter la plateforme, alors que sur YouTube, tu optimises pour y rester, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, c'est deux logiques opposées, une seule est stable dans le temps, je te laisse deviner laquelle. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que les signaux de ranking, ils se divisent en signaux qu'on contrôle et en signaux qu'on ne contrôle pas. En SEO Google, j'ai passé des années à distinguer les deux. J'ai analysé les signaux techniques, tout ce qui va concerner le contenu, les liens entrants. Certains de ces signaux, ils sont sous mon contrôle, c'est-à-dire que je peux avoir une influence directe au travers de mes actions SEO pour manipuler ces critères-là.
et donc influencer les critères de classement Google. Par contre, les décisions algorithmiques de Google, là-dessus, je n'ai aucun contrôle. Sur YouTube, la même distinction existe. Mais ce que j'ai compris rapidement, c'est que YouTube il donne un poids énorme à des signaux que tu contrôles directement. Et elle est là toute la différence. Par exemple, le CTR sur ta miniature et ton titre. La rétention dans les 30 premières secondes de ta vidéo. D'où l'importance de ce qu'on appelle le hook. Le taux de complétion. Alors le taux de complétion, ça va sûrement pas te parler. C'est pas le taux de rétention. Le taux de complétion, c'est quoi? Ça correspond tout simplement au pourcentage brut du nombre de personnes qui ont terminé une action ou une tâche donnée. En l'occurrence ici, le pourcentage brut de personnes qui ont visionné ta vidéo jusqu'à la fin. Et le taux de complétion, c'est notamment un critère qui est fortement pris en compte dans l'algo TikTok. Et petit aparté, vu que j'ai énormément étudié les algos, que ça soit Instagram, TikTok, les critères de ranking ont bougé. Par exemple, pour le taux de complétion, TikTok est devenu plus sélectif. Avant, avec un taux de complétion de l'ordre de 50%, ta vidéo était poussée fort dans l'algo. Maintenant, si tu veux être poussé fort dans l'algo, va plus falloir viser un taux de complétion de l'ordre de 70%. Donc le curseur a bougé de 20%. Mais comme je le dis, on va rester simple dans cette vidéo. Donc ces 3 signaux ici, tu peux les travailler, les tester et les améliorer. Ce qui n'est pas le cas sur Google. Pourquoi? Parce que sur Google, les décisions algorithmiques, elles sont opaques. La vérité, c'est qu'elles sont devenues opaques. Parce que j'ai connu Google par le passé, où c'était quand même beaucoup moins opaque, beaucoup plus facile à déterminer un lien de corrélation direct entre les actions SEO que tu faisais à l'instant T et l'impact dans le ranking à l'instant T plus 1. Donc si on récapépète ici, les signaux qu'on contrôle vs les signaux qu'on ne contrôle pas. Sur Google en SEO, les signaux sont devenus opaques. Les décisions d'algo prises en interne non contrôlables. Le poids exact des facteurs est devenu non contrôlable, justement par principe d'opacité, ce qui n'était pas le cas avant, notamment il y a une dizaine d'années. Les core updates, surprise, non contrôlables également. C'est le cas de la Medic Update. C'était le cas à l'époque, en 2012, de le Pingouin, même si c'était quand même plus facilement prévisible. On se doutait qu'à force de tirer sur la corde, ça allait finir par péter. Après, en 2022, il y a eu la Helpful Content Update. Maintenant, les AI Overview, qui ne sont pas une évolution en termes d'algo direct, mais qui ont une conséquence indirecte par le phénomène d'érosion du CTR sur les résultats organiques. Ensuite, tout ce qui est contenu, technique et lien, donc vraiment les critères propres à l'algo brut, on va dire, ça c'est partiellement contrôlable. Sur YouTube, les signaux directs, donc c'est tout ce qui va concerner le packaging de ta vidéo. Donc on va mesurer notamment le CTR, donc le click-through rate, donc le taux de clic moyen sur ta miniature, la thumbnail et le titre. Donc ça, c'est que ça crée la première impression dans le feed. Donc ça, tu as un contrôle dessus. L'objectif dans un premier temps, ça va être de capter le clic. Ensuite, tu vas viser, une fois que ton viewer il a cliqué sur ta vidéo, l'objectif ça va être de maximiser la rétention dans les 30 premières secondes notamment, d'où l'importance du hook. Et ça, c'est clairement important pour YouTube. C'est un signal d'échec que tu sais immédiat et là, tu as un contrôle direct. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un bon taux de rétention sur tes 30 premières secondes, si ton hook est bon, à partir d'un certain seuil, par expérience, vu que je gère une dizaine de chaînes YouTube, moi je situe ça, même s'il n'y a pas de valeur absolue, à partir de 60% de taux de rétention moyen, YouTube commence à pousser fort ta vidéo dans l'algo. Si tu as un taux de rétention faible, admettons 30% ou inférieur à 50%, YouTube ne va pas pousser ta vidéo. Après, il y a d'autres critères, mais c'est un signal. Ensuite, le taux de complétion, ce que je t'ai dit. Alors, le taux de complétion, en vérité, sur YouTube, c'est quand même beaucoup moins pris en compte, beaucoup moins important, la pondération en tout cas, par rapport à TikTok. Le taux de complétion est beaucoup plus pondéré sur TikTok. Sur YouTube, ça sera davantage le taux de rétention. Mais c'est également un signal qui est pris en compte. Donc là, c'est le pourcentage de viewers qui regardent jusqu'au bout de ta vidéo. Là également, tu as un contrôle. Donc, les 3 signaux YouTube les plus importants ici, comment les améliorer surtout. Donc, c'est le CTR, le click-through rate, la miniature, le titre. L'objectif ici, pareil, c'est qu'il soit, alors par expérience, au-delà de 6%. Moi, j'ai remarqué que au-delà de 6%, pareil, c'est un signal, en fait, le principe, c'est de la corrélation, c'est de recouper la data. C'est-à-dire concrètement, si YouTube, il voit qu'il y a un CTR sur ta vidéo supérieur à 6% et que, parce que la base de l'algo, ça repose toujours sur des structures conditionnelles, CTR supérieur à 6% et taux de rétention dans les 30 premières secondes supérieur à 60%, alors YouTube aura tendance à pousser davantage ta vidéo, notamment sur la home. Et la home, en fait, c'est ce qui te permet d'avoir le discovery, le plus fort taux de délivrabilité. C'est là où YouTube te push le plus fort sur la home, parce que ça repose sur des principes d'échantillonnage. Pour rester simple ici, si tu connais comment fonctionne le principe de la réputation d'IP avec la segmentation par groupe et les échantillons, ce principe-là est également transférable sur YouTube.
Donc, ce que je veux te montrer ici, c'est l'importance de faire des tests AB, que ce soit sur les miniatures, mais également sur les titres. Je vais te faire voir également après des exemples concrets. Les 30 premières secondes donc de rétention initiale grâce au hook. L'objectif ici, alors, qu'il soit supérieur à 80%, ça c'est vrai que c'est l'idéal. En fait, il y a vraiment des tranches. En fait, tout fonctionne par tranches. Au-delà de 60%, YouTube commence à te pousser. Au-delà de 80%, YouTube te pousse fort parce que là, c'est vraiment un gros signal. C'est l'équivalent du master lien quelque part qui va te donner un maximum de jus. Ça, en fait, pour donner une idée, 80%, c'est assez facilement atteignable dans les shorts. C'est quasiment le minimum syndical pour que YouTube te pousse là-dessus. Comme TikTok, il a rehaussé le curseur. Par contre, 80% sur un format vidéo longue, c'est vraiment un excellent signal et c'est quand même assez dur à obtenir. Moi, par expérience, le meilleur taux, je crois, de rétention que j'ai obtenu, ça a frôlé 80%, c'est pas loin, mais j'étais pas, je crois, 70, 79, je crois, 79, je vérifie, mais ouais, c'est vrai que j'étais pas loin de 80%, mais ça commence à être chaud quand même, chaud patate. Jusqu'à 70%, assez facilement atteignable si tu fais du bon taf. Au-delà de 60%, ça commence à être, tu commences à rentrer dans une autre dimension. Donc là, l'objectif, justement, si tu as un taux de rétention fort, c'est que ton hook a été fort. Et donc ça, c'est vraiment un gros plus. Si tu as rétention 80% et un CTR supérieur à 6%, ta vidéo va fortement être poussée. Et c'est pour ça qu'après, il y aura un phénomène de décrochage. En fait, vu que ta vidéo est poussée dans un pool beaucoup plus large, eh ben, c'est évident que les pourcentages sur la data vont chuter, en fait, que ce soit le CTR ou le taux de rétention, parce que forcément, sur le nombre, ça va inévitablement chuter. C'est toujours plus facile d'obtenir des excellentes moyenne des excellents scores, surtout sur un pool ciblé, parce que généralement le premier pool de référence c'est ton audience, d'où l'importance des abonnés. Ça a une influence indirecte finalement ici. Et ensuite, t'es poussé sur des segments plus froids. C'est ce qu'on appelle du trafic froid. Bon, ça, j'explique plus en détail dans le programme YouTube Experience. Mais pour rester simple ici, pareil, ici, la rétention globale, là, c'est encore autre chose. On va plus parler de watch time, qui est supérieure à 40%. Alors là, c'est pareil, YouTube te pousse fort. Plus la valeur est dense, le rythme est soutenu. Donc ça, c'est permis justement grâce à un bon storytelling, grâce à un bon arc narratif, grâce au montage vidéo. Donc encore une fois, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si sur YouTube, il recoupe la data, si tu as un watch time supérieur à 40%, un taux de rétention fort sur les 30 premières secondes supérieur à 80% et un CTR supérieur à 6%, là forcément, tu as tous les green flags, les voyants sont au vert, YouTube va fortement te pousser. Ta seule limite, ça va être le capping de marché. Si ton marché est capé, ça va, par exemple, si ton volume de mots-clés ou ta niche est un volume cible relativement bas, eh ben forcément, tu pourras pas dépasser ce marché. Alors, la vérité, c'est qu'il y a quand même des astuces pour dépasser ce marché, mais pour rester simple ici, on va dire que c'est capé. Et alors ça, c'est pareil, par expérience, supérieur à 40%, c'est quand même très dur. Moi, par expérience, avoir des watch time moyens de l'ordre de 25%, voire jusqu'à 30%, c'est assez facile. Pareil, au-delà de 30%, tu commences à rentrer dans une autre dimension. Franchement, un CTR supérieur à 6%, c'est assez facile, franchement, si tu arrives bien à packager ta vidéo. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir d'excellents CTR de l'ordre supérieur à 15%, ce qui est énorme. Quand tu as un CTR supérieur à 10%, c'est déjà énorme. Par contre, là, effectivement, la rétention et le watch time, c'est un autre délire. Disons que ça demande plus de taf. La troisième leçon que j'ai appris au cours de ces 18 années à décortiquer les algos, c'est qu'un algorithme, il récompense toujours la cohérence thématique, pas la quantité. En SEO, j'ai appris à construire une autorité thématique, être reconnu comme une référence sur un sujet précis et pas sur 15 sujets en même temps. YouTube, il fonctionne exactement pareil. Une chaîne qui publie régulièrement sur un territoire thématique précis, sur un topic précis, elle va construire un profil d'audience que YouTube, il apprend à reconnaître. C'est pour ça que les premières vidéos que tu vas publier sur ta chaîne, au départ, YouTube, il n'a pas suffisamment de data. Il va observer, il y a un phénomène d'observation. Et une fois que YouTube aura récolté suffisamment de signaux sur ta chaîne, là, ça sera beaucoup plus facile pour YouTube à pousser tes vidéos. Parce qu'il va savoir, l'objectif de YouTube, en fait, c'est qu'il sache exactement de quoi parlent tes vidéos, à quel profil d'audience, de viewer c'est le plus susceptible de correspondre, donc de plaire et d'améliorer la rétention. Tout est lié à l'effet domino et donc par une fine et de plaire le plus possible aux annonceurs. Et après, l'objectif de YouTube, ça va être de publier ta vidéo au bon moment, au bon viewer. D'où l'importance du timing. Et donc en publiant régulièrement sur un topic précis, YouTube, il va apprendre à reconnaître ton pattern de chaîne et ça sera beaucoup plus facile pour YouTube de proposer tes nouvelles vidéos automatiquement. Parce qu'il aura récolté suffisamment de data. C'est tout le principe des suggested vidéos, donc des vidéos recommandées. YouTube, il suggère à des gens qui regardent du contenu similaire. Donc, c'est la proximité thématique. Et plus ton topic est cohérent, plus l'univers thématique que tu traites est cohérent, plus YouTube peut cibler précisément.
parce que c'est beaucoup plus simple pour YouTube à comprendre, tout simplement. Donc là, ici, en fait, c'est tout simplement, encore une fois, le principe du SEO siloing, concept, je t'en reparlerai, développé par Bruce Clay, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, ces principes-là au SEO Google, c'est transférable à YouTube. L'autorité thématique en SEO par le siloing, ça aide à déterminer une cohérence thématique sur YouTube. Donc sur Google, le silo SEO, tu fais ta page pilier, la page papa, admettons SEO pour solopreneur. Tu définis ton premier cluster, tes pages filles, cluster 1 SEO technique, cluster 2 YouTube SEO, article 1, article 2, etc. Là, tu fais tes liens transversaux, etc. Bon, ça, c'est ce que j'explique par exemple dans le programme l'Académie SEO. Donc Google ici va reconnaître l'autorité thématique du domaine en jouant sur la relevance on topic. Sur YouTube, c'est la même logique qu'on va transférer, qu'on va adapter. Le silo sur YouTube avec les suggested vidéos, donc les vidéos recommandées similaires. Le territoire principal, admettons YouTube, acquisition solopreneur, ça va déterminer le sujet de ta vidéo. Première série de vidéos, faut aborder dans l'idéal. Il y a une erreur, petit aparté d'ailleurs, il y a une erreur courante qui est faite sur YouTube, c'est de faire des vidéos comme ça, la one again and beast to fly. En fait, ce qui marche bien surtout, c'est tout simplement de réfléchir en termes de série Netflix. Quand tu regardes une série sur Netflix, ou une série tout court d'ailleurs, c'est de te poser la question, pourquoi toi, en tant que viewer, en tant que spectateur, tu regardes une série? Si tu réfléchis, pourquoi tu regardes une série, peu importe de quoi parle la série, c'est toujours pour les mêmes raisons. Parce que le sujet de la série te plaît, l'intrigue te plaît, donc le synopsis, les personnages te plaisent, et toute la force d'une série, c'est que ça rend entre guillemets addictif parce que tu te plonges dans l'histoire de cette série. Donc tu vas créer un lien avec ces personnages, et plus tu vas être exposé à cette série, à ces épisodes, plus tu auras envie de savoir la suite. On va adapter ce principe-là pour la production de vidéos YouTube. On va chercher à faire des séries, et là, on va jouer sur des arcs narratifs. Admettons la première série. Là, ce qui est fort avec en créant une série, ça n'a que des avantages. C'est que tu crées une histoire, une logique. Tu vas augmenter ta rétention naturellement parce que tu vas inviter ton audience, tes viewers, à vouloir connaître la suite, et donc ils seront davantage tentés de s'abonner à ta chaîne YouTube pour être tenus au courant des prochaines vidéos. Donc en fait, il faut voir tout simplement ta chaîne YouTube comme une série, comme une saga, avec des saisons et des épisodes. Donc première série, les fondations, admettons deuxième série, on approfondit, première vidéo, deuxième vidéo, etc. Troisième vidéo, quatrième vidéo. Tu vois, par exemple, là, j'ai effacé des vidéos que j'ai déjà réalisées. Sur cette chaîne SEO for Maker, j'ai créé ce qu'on appelle des arcs narratifs et des séries. Le premier arc sur YouTube, l'objectif, c'est qu'il répond à la question « Pourquoi YouTube ? Pourquoi avoir fait le choix de YouTube ?» Donc là, j'ai fait toute une série de vidéos, dont celle-là en fait partie. Ensuite, j'attaquerai le deuxième arc, une deuxième série de vidéos, qui aura pour objectif de répondre à comment concrètement on met en place tout ça. Et après, c'est scripté, je l'adapte, voilà. Donc l'objectif ici, c'est que YouTube, il apprend ton profil d'audience et te suggère automatiquement. Donc la cohérence thématique, YouTube sait à qui te proposer, plus tu es cohérent, plus la distribution est précise et gratuite. Maintenant, je vais te dire ce que cette grille de lecture SEO, elle me permet de voir sur YouTube et que j'observe rarement chez les créateurs de contenu. Alors, j'ai notamment fait 4 observations intéressantes. La première, c'est que la miniature et le titre de ta vidéo, ça correspond ni plus ni moins à la balise title en SEO et la balise métadescription de YouTube. En SEO, tu vas optimiser la balise title en on-site et la métadescription pour répondre à des objectifs différents. Mais le point commun de la balise title et de la métadescription, alors la métadesc, on sait que la pondération dans l'algo est devenue quasiment nulle. Par contre, la balise title, ça reste bien évidemment le premier critère de ranking d'un point de vue on-site. Par contre, la balise title et la métadesc remplissent quand même un objectif différent, à savoir ici, maximiser le CTR dans les serveurs Google pour inciter davantage au clic et donc pour influencer le taux de clic. Pourquoi ? Parce que c'est la première impression qui crée ta réputation, comme on dit. Parce que si personne ne clique sur ton résultat, tout le reste n'a aucune importance. Tu as beau avoir optimisé ton voyage interne, ton netlinking, etc. Aucun intérêt si l'utilisateur il va pas sur ton site. Sur YouTube, la miniature et le titre de ta vidéo, ça joue exactement ce même rôle. Pourtant, la majorité des créateurs de contenu, ils traitent la miniature comme une illustration, pas comme le premier signal de ranking. Et là, la nuance, elle est très importante, et c'est d'ailleurs souvent une des erreurs majeures qui est faite. Moi, le premier, j'ai fait cette erreur. C'est qu'au départ, ta miniature, tu l'abordes avec un objectif design. Ah, c'est joli. Ouais, mais en fait, ça a beau être joli, c'est pas ça le plus important. C'est pas pour ça que ça va cliquer. Le plus important, c'est de comprendre la psychologie du clic. Et c'est ce qui explique que des fois, il y a des miniatures qui, d'un point de vue design, sont moches, mais pourtant qui sont extrêmement cliquables, parce que la vérité, c'est que ta miniature est au service de ton titre. C'est un combo, un duo gagnant. Et surtout, le plus important, c'est que le titre et la miniature permettent d'inciter au clic. Et pour ça, il faut jouer sur des leviers psychologiques. Et ce que je fais personnellement et que font peu de créateurs de contenu, c'est que je teste les miniatures.
je fais ce qu'on appelle de l'A/B testing. Je teste non seulement les miniatures, mais également les titres. Alors je regarde si le CTR il change, mais le plus important, c'est surtout l'influence que ça a sur le watch time. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, admettons, telle combinaison de miniatures et de titres me permet de gagner 10% de rétention sur ma vidéo, alors ce duo-là sera le duo gagnant. Donc je peux changer, je peux retester, etc. Exactement comme j'aurais fait avec la balise title sur une page stratégique en SEO. Tu vois, si je te fais voir un exemple ici, d'A/B testing de miniature, un impact sur le CTR, la version avant CTR 3,2%, titre générique comment faire du SEO YouTube en 2026, 12 400 impressions, clics 397, CTR 3,2%. La version B, après, le CTR a augmenté, il est passé à 8,7%. Angle fort, visage expressif, ce que 18 ans de SEO m'ont appris sur YouTube que les créateurs ignorent. Donc là, on va jouer sur la psychologie du clic. En fait, la vérité, c'est également que la miniature soit en rapport avec l'univers créatif, avec le positionnement de la chaîne. Petit tip, ce qui marche bien également, c'est de jouer sur les espaces négatifs. Alors, admettons là pareil, 12 400 impressions. Nombre de clics, par contre, pour le même nombre d'impressions, il y en a eu beaucoup plus, 1079. Et donc là, CTR de 8,7%. Même vidéo, même contenu, miniature changée. Et ça, en fait, l'influence, elle est énorme. En fait, beaucoup de gens croient qu'une fois que tu as publié ta vidéo, que tu as fait un duo titre miniature, bah, si YouTube la pousse pas, c'est mort, c'est finito. Pas du tout. Tu as énormément d'exemples de vidéos qui n'ont pas été poussées par l'algo parce que le packaging n'était pas bon. Et après avoir modifié le packaging de la vidéo, YouTube l'a reproposé à un pool de viewers et là, la vidéo, boum, banger. Et là, donc, la conséquence directe ici, c'est plus de 172% de clics supplémentaires. Donc, la miniature ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une illustration. C'est le premier signal de ranking, exactement comme le title tag en SEO. Alors en vérité, c'est pas tout à fait vrai. La miniature, c'est pas le premier signal de ranking. Ce qui pousse vraiment le plus fort en termes algorithmiques, c'est le titre, parce qu'en fait, ta miniature, elle est au service de ton titre. Mais ce qui va vraiment jouer sur la décision du clic, c'est le titre. Et ce qui est très très intéressant avec l'A/B testing, c'est que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et beaucoup de créateurs ont cette même observation. C'est que souvent, toi, quand tu vas faire ta miniature, ton titre, mais c'est surtout frappant sur les miniatures, tu vas dire, OK, cette miniature-là, je préfère, elle me paraît beaucoup plus impactante d'un point de vue design, d'un point de vue psychologique, OK. Et en fait, tu vas t'apercevoir que quand tu vas faire l'A/B test, eh ben, c'est une miniature que tu n'aurais pas forcément soupçonnée qui va beaucoup mieux performer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en fait, ce qui explique ça, c'est tout simplement, c'est la clusterisation d'audience. Parce qu'en fait, l'erreur, c'est de croire que parce que ta miniature et ton titre marchent bien sur ta chaîne YouTube avec ton audience, alors ça va marcher sur une autre audience, qui n'est pas du tout vrai. Ça marche surtout, en fait, ce qu'il faut comprendre dans YouTube, c'est qu'il y a des profils d'audience. Mais bon, je vais encore une fois rester simple dans cette vidéo, j'en parle plus en détail dans le programme YouTube Experience. La deuxième observation que j'ai faite, c'est que les 30 premières secondes de ta vidéo, en fait, ça correspond au bounce rate, donc au taux de rebond de YouTube. SEO Google, tu sais que par exemple, le taux de rebond, c'est un signal comportemental fort. On peut associer ça au pogo sticking. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui revient sur Google 10 secondes après avoir cliqué sur ton résultat, donc sur ton site, sur une page de ton site, c'est un signal négatif pour Google. Ce qu'il faut bien comprendre sur YouTube, c'est que les 30 premières secondes, c'est pas une introduction. C'est souvent une erreur qui est commise. Au contraire, c'est le moment le plus important de ta vidéo. Il faut traiter les 30 premières secondes comme un teaser. C'est pour ça que je te dis, raisonne comme une série Netflix, un film que tu vas voir au cinéma. Qu'est-ce qui va te donner envie d'aller voir un film? Admettons le dernier Avatar. C'est parce que tu auras vu la bande-annonce. Vois ça comme une BO. Un teasing qui t'aura donné envie. Et le principe du teaser, c'est qu'il te montre généralement les meilleurs moments, en tout cas les moments les plus impactants d'un point de vue émotionnel du film. T'es là, waouh! Souvent, la plupart du temps, les films, tu veux le voir limite juste pour ce que tu as vu dans le teasing. Faut que ça pète. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des génériques. Parce que le viewer, il s'en fout du générique. Sauf si ta chaîne est déjà établie, que tu es sur un podcast comme Joe Rogan, par exemple. Mais il faut éviter les salut, bienvenue sur ma chaîne. Il faut aller direct dans le concret. En fait, ici, il faut délivrer la promesse. Toujours pareil, avoir cette approche psychologique, te mettre dans la psychologie de ton prospect. Ton prospect, il a cliqué sur ta vidéo. La question qui se pose, dans les premières secondes, c'est est-ce que j'ai bien fait cliquer cette vidéo? Est-ce que cette vidéo mérite mon attention? Et donc, les 30 premières secondes de ta vidéo, ça doit être une accroche qui justifie immédiatement pourquoi le viewer doit regarder ta vidéo. Pour te faire avoir un exemple visuel, rétention d'audience, les 30 premières secondes décident tout. Une vidéo qui est générique avec une intro longue, pas assez travaillée. La conséquence directe, c'est que la rétention au bout de 30 secondes, elle va être relativement faible, de l'ordre de 45%. Donc, la conséquence, c'est que là, YouTube, il va arrêter de distribuer ta vidéo sur un pool plus large et donc ça va être un signal d'échec. Une vidéo qui a un hook fort immédiat, admettons une rétention à 30 secondes supérieure à 82%, donc ça franchement si tu y arrives très très fort, là YouTube il va pousser ta vidéo et c'est un signal de succès.
Donc sur YouTube mesure dans les 30 premières secondes. Si l'utilisateur quitte avant 30 secondes, signal d'échec, distribution réduite ou stoppée. Si l'utilisateur reste et continue, signal de succès, distribution amplifiée. 30 premières secondes ne sont pas une intro, c'est le moment le plus important de la vidéo. Hook immédiat, pas de générique. Alors bien évidemment, il y a d'autres critères comme les critères d'interaction, les likes, les partages, les commentaires. Les partages sont beaucoup plus importants, ce qui est logique parce que ça demande entre guillemets plus d'efforts aux viewers de partager ta vidéo. Le partage, c'est quelque part un petit peu l'équivalent du lien en Google. La troisième observation que j'ai faite, c'est que la cohérence thématique, elle crée un silo sur YouTube. En SEO, je construis des silos thématiques, des silos sémantiques, des clusters de contenu autour d'un sujet principal qui se renforcent mutuellement en traitant des sous-clusters, des sous-sujets, des sous-niches, et ça envoie un signal fort à Google d'autorité de mon site sur ce topic, la fameuse relevance on topic, qui est amplifiée avec le maillage interne. Le silo et le maillage interne, c'est vraiment le duo gagnant. Ce principe-là, j'explique dans le programme l'Académie. J'en ai longtemps parlé sur ma chaîne YouTube à plusieurs reprises. L'inventeur du SEO siloing, du silo sémantique, c'est Bruce Clay, qui est malheureusement aujourd'hui décédé, paix à son âme. Il a énormément contribué au concept de SEO siloing. Et d'ailleurs, j'en parle dans le programme L'Académie. Sur YouTube, le même mécanisme existe. Quand une chaîne publie de façon cohérente sur un sujet thématique précis, YouTube, il apprend le profil de ton audience. La conséquence directe, c'est qu'il commence à proposer tes vidéos à des spectateurs qui regardent du contenu similaire chez d'autres créateurs. Et ça, c'est le meilleur canal d'acquisition organique sur YouTube, les suggested vidéos. Ça fonctionne ici exactement sur le même principe que l'autorité thématique en SEO. C'est juste transférable sur YouTube. La quatrième observation que les gens souvent ignorent, c'est que la description YouTube, ça correspond à une page de résultats secondaires. Je m'explique. La plupart des créateurs de contenu, ils négligent la description YouTube. Ils y mettent quelques lignes génériques et des liens. En SEO, j'ai appris que chaque élément indexable est potentiellement une opportunité. La description YouTube, elle est indexée par Google. Donc ça veut dire qu'une vidéo bien décrite, avec les bons mots-clés, elle peut remonter dans Google Search, dans les résultats Google. En plus de YouTube Search, le fameux duo gagnant que j'expliquais dans les précédentes vidéos. Donc l'avantage, c'est qu'il y a ici une double distribution pour le même contenu et donc le même travail. On va jouer sur l'effet levier. Et ça, c'est typiquement ce que j'appelle de l'efficience SEO appliquée à YouTube. Personnellement, quand j'estime qu'une vidéo est stratégique, j'optimise sa description. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui commettent cette erreur de se dire ouais, bon, la description, on s'en fout, elle a moins de poids sur YouTube. Et c'est vrai, ils ont raison, la description sur YouTube, elle a quasiment plus aucun poids aujourd'hui. Par contre, ils oublient une chose qui est importante, et c'est normal vu qu'ils n'ont pas un background SEO, c'est que la description YouTube, elle est importante pour Google. Et ça, si t'es pas SEO, tu peux pas savoir ce genre de détails techniques. Je vais te faire des exemples concrets parce que je te l'ai dit, là c'est la chaîne SEO for Maker, ok, mais la vérité c'est que je gère des dizaines de chaînes YouTube depuis 2007. Volontairement, je vais pas toutes te les faire voir, et notamment la chaîne la plus ancienne de 2007. Alors il y en a certains qui regardent cette vidéo qui sont au courant vu qu'ils me connaissent personnellement, avec qui j'ai des affinités, mais je ne veux volontairement pas ici en faire la promotion. Là ici par exemple, c'est une de mes chaînes que j'ai rebrandée Tuto for Maker. Donc ça, tu vois, c'est une vidéo qui avait été publiée le 15 août 2016. Bon alors, regarde pas la vidéo, le son est dégueulasse, c'est normal, c'est pas la même époque, on va dire. Mais pour autant, tu vois, ça m'a pas empêché, parce que l'algo était quand même plus permissif, de faire à l'époque 72 300, allez, on va dire plus de 72 000 vues, tu vois. Bon là, on arrive un petit peu sur un plateau, mais ça avait quand même pas mal poussé. Donc 212 likes. Allez, on va se rajouter un petit like, tu vois, 213 pour le fun. Donc ça a été publié le 15 août 2016. Et tu vois, là, j'avais vraiment optimisé d'un point de vue SEO. Tu vois le titre. À l'époque, c'était un logiciel, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un logiciel de montage, je te le recommande pas du tout. Moi, j'utilise maintenant depuis des années DaVinci Resolve en version studio. Pour moi, le meilleur logiciel de montage vidéo, en tout cas un des meilleurs, clairement, qui est utilisé par les pros. Et là, c'était un des logiciels, Pinnacle Studio, c'est une grosse merde codée par les pieds. Mais bon, quand tu connais rien, forcément, t'essuies les plâtres. Pinnacle Studio Ultimate, et donc tu vois, tuto FR du logiciel de montage vidéo. Donc vraiment, le titre était vraiment optimisé aux petits oignons d'un point de vue SEO. Pour apparaître sur la brand, Pinnacle Studio ici en version Ultimate, c'était la version 19, je crois j'avais la dernière, et après voilà, tuto, logiciel de montage vidéo. Description, là à l'époque, d'ailleurs le lien il doit plus marcher je pense, hein. Mais bon c'est pas grave, maintenant je m'en fous, fais voir, accéder au site. Ouais non, le lien il marche plus. J'avais un lien d'affiliation qui m'a rapporté que dalle d'ailleurs,
Et tu vois la desk optimisée avec les mots-clés. Venez d'acheter, télécharger, Panic Studio, comment faire, blablabla. Et après, j'ai mis les mots-clés. Tu vois les versions, papa. Ça, donc sur YouTube, ça marchait fort. Hein, je rankais vraiment, je sais plus si j'étais premier. En tout cas, j'étais dans les premiers, ça c'est sûr, dans les premiers résultats sur les mots-clés cibles. Et vraiment, sans faire une stratégie de zinzin. Hein. Et tu vois, là, ce qui est intéressant, c'était le double effet qui se coule sur Google Search. Là, admettons même encore, Panic Studio 19 version Ultimate. Alors depuis, ça a dû baisser parce que j'étais dans les premiers. Bah là, tu vois, ouais, je suis encore bien positionné quand même. Panic Studio Ultimate ici. Et à l'époque, j'étais, je sais plus, j'étais premier, mais j'étais dans les 3 premiers, ça c'est sûr. Et là, dans tout, ça a pu être le cas parce que la SERP elle a changé. Et puis voilà, le contenu il est plus actuel. Mais pareil, ce qui était intéressant, c'est que j'avais ici une intégration vidéo et j'étais, je sais pas si j'étais le seul, mais pareil, j'avais peut-être 2-3 résultats et j'étais bien positionné. Et là, non, là, je dois plus y être. Mais tu vois, là, je devais sûrement être à cette place ou ici. Bon, bref. Et là, d'ailleurs, tu vois, j'avais publié, alors, j'en ai désindexé, j'en ai dépublié pas mal, j'en ai gardé que quelques-unes. Mais là, ici, donc là, c'était la vidéo, pareil, c'était quoi? Couper une séquence vidéo. Tu vois, vidéo, 17 000 vues. GIMP. Alors, ça, c'est pareil, c'était l'alternative à Photoshop que j'utilisais à l'époque, je n'utilise plus. Tuto FR sur les calques. Tu vois, sur les calques, 17 000 vues. Après, la vidéo, admettons, Hardware Wallet. Tu tapes Hardware Wallet sur Google, donc la section vidéo. Et là, tu vois, je sais pas pourquoi il me l'a mis en anglais. D'ailleurs, I test is Hardware Wallet. Ça, je pense, c'est la chaîne. Bah oui, c'est la vidéo que j'avais publiée sur la chaîne SEO for Maker. Tu vois, alors que ça n'a rien à voir avec le topic SEO à la base. Hein. Et là, pareil, O2 Switch avis, section vidéo. Ah bah, je suis premier. Tu vois, j'ai analysé l'offre de Switch, bon plan Warnack. Voilà, boum. Donc là, pareil, double effet qui se coule sur YouTube et sur Google. Pour le même effort. Hein. Donc, si on récapépète ici, la double distribution YouTube Search, Google Search, description YouTube optimisée. J'ai passé du temps à décortiquer les algorithmes YouTube. Bon, ça, c'est un exemple, admettons, de description. Ce que tu vas apprendre, YouTube Experience, le lien vers le programme, les tags. YouTube Search, requête, admettons, sur algorithme YouTube SEO. Il y a ma vidéo qui ressort. Distribution sur le premier canal. Deuxième canal, Google, parce que YouTube appartient à Google. Requête, SEO YouTube, algorithme créateur. C'est ça qui est intéressant aussi, en fait, à remarquer, c'est que, au-delà du double effet qui se coule, c'est que tu n'apparais pas forcément sur la même requête, c'est que ça va couvrir des requêtes annexes. C'est ça qui est intéressant, en fait. Distribution sur le deuxième canal. Donc, une description bien optimisée, ça te permet une double distribution. Le même contenu travaille sur YouTube et sur Google Search, coût additionnel 0. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans ma stratégie et qu'est-ce que je fais différemment grâce à ce background? Je publie pas de vidéo sans avoir optimisé le titre et la miniature comme j'aurais optimisé la balise title stratégie. Je vais cibler un CTR minimum avant de considérer la distribution comme satisfaisante. Donc, je vais déterminer des seuils, des tranches. Je scripte mes 90 premières secondes avec la même rigueur qu'un hook pour une page de vente, une page de copywriting ou une landing page. Pourquoi? Parce que les 90 premières secondes sur YouTube, c'est exactement ça. Une page de vente où le produit ici, c'est la suite de ta vidéo. Je maintiens une cohérence thématique, un univers thématique cohérent. Ici, SEO, YouTube et système d'acquisition pour les solopreneurs. Je publie pas sur des sujets adjacents ou différents qui dilueraient ici le profil d'audience que YouTube a appris à reconnaître pour ma chaîne. C'est pour ça que là, maintenant, j'évite les digressions sur d'autres thématiques comme la finance par exemple. Je traite chaque vidéo comme un actif SEO à part entière. Description optimisée, en tout cas sur les vidéos stratégiques, système de tag pertinent, chapitre pour l'indexation et transcription disponible. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en pratique? Des vidéos qui ont été publiées il y a plusieurs années, je te les fais voir dans les précédentes vidéos, comme le Rank and Rent, ça me génère encore des vues organiques. Il y a des spectateurs qui arrivent depuis les résultats Google, comme je t'ai fait voir ici, sur des vidéos YouTube. Il y a des leads qualifiés qui ont regardé plusieurs de ces vidéos avant de me contacter, sans que j'aille les relancer. Hein. Et ça, c'est pas de la chance. C'est l'application d'une logique SEO à un canal qui récompense exactement les mêmes principes, à savoir ici la pertinence, la rétention et l'autorité thématique. Si on récapépète, la grille SEO appliquée à chaque vidéo SEO for Maker, avant de publier titre optimisé comme une balise titre, CTR cible, on va dire 6%, avec des A/B tests, un hook scripté avec une rigueur, avec la même rigueur que pour une page de vente, les 90 premières secondes, on va être particulièrement travaillé. Pourquoi? Parce que l'accroche est obligatoire. En tout cas, pour mettre toutes les chances de son côté. Description optimisée sur les mots-clés, indexée, pourquoi? Parce qu'indexée par Google et YouTube. Chapitre pour l'indexation, des chapitres redatés avec les timestamps et les timestamps également Google. Parce que Google prend en compte également le principe de l'horodatage. Après publication, suivi du CTR, notamment sur la Minia
à 48 heures. Pourquoi? Parce que les 48 premières heures, c'est là où YouTube te distribue dans différents pools et il va récolter de la data. Donc, si ton CTR est inférieur à 4%, faut changer la miniature immédiatement, mais généralement, moi, ce que je préconise, c'est d'attendre quand même 48 heures parce que au-delà de 48 heures, tu vas plus brouiller le signal qu'autre chose. Il faut attendre les premières 48 heures. Ensuite, même 48, 72 heures. On va analyser la courbe de rétention, on va identifier les points de décrochage. Même si l'erreur ici, c'est de raisonner en termes de moyenne et pas de cluster qui change tout, si on prend en compte la segmentation d'audience. Suivi du trafic, Google Search également, si tu as un site, ça peut être intéressant grâce à ce principe de double distribution pour vérifier que la vidéo remonte bien dans Google, donc dans la GSC par exemple. Et on va éviter de traiter des sujets hors territoire, le principe du silo en fait. Rester dans la cohérence thématique, silo et YouTube intact. Et donc, bien sûr, comme je t'ai dit, c'est pas de la chance, c'est l'application d'une logique SEO à un canal qui récompense les mêmes principes, à savoir ici, pertinence, rétention et l'autorité thématique. Pour résumer cette vidéo qui est assez technique et assez longue, mais très importante, ce que je voulais te faire voir ici dans cette vidéo, c'est que tu peux transférer des principes SEO à YouTube. Et ce que 18 ans de SEO, ça m'a appris sur YouTube, c'est que justement, les deux disciplines, elles partagent la même logique fondamentale. L'idée ici, c'est de comprendre ce qu'un algorithme, il cherche à maximiser. On va identifier les signaux qu'on peut contrôler. Et de là, on va construire une cohérence thématique qui va créer une autorité reconnaissable dans son domaine. On va traiter chaque contenu comme un actif résilient à long terme et pas comme un simple post de contenu qui disparaît au bout de 2 semaines. Alors la bonne nouvelle ici, c'est que si tu as un background SEO, en vérité, tu as déjà la moitié du travail qui est fait. Il te manque juste l'application spécifique à YouTube et des notions psychologiques. Mais ça tombe bien, c'est exactement ce que je couvre dans le programme YouTube Experience. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer pourquoi YouTube est l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait. Pas en termes de vues, en termes de retour sur investissement réel pour mon business. Si tu veux aller plus loin et appliquer cette logique SEO à ta propre chaîne YouTube, c'est exactement ce que je fais dans le programme YouTube Experience. YouTube Experience, c'est un programme de formation qui t'apprend à construire YouTube comme un système d'acquisition étape par étape, avec la rigueur d'un SEO et la créativité d'un créateur. Et c'est là d'ailleurs toute la force du programme YouTube Experience, c'est ce qui le rend si unique. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Et toi d'ailleurs, du coup, tu as un background SEO ou tu viens d'un autre horizon, d'un autre univers? Dis-le moi en commentaire parce que ça change complètement la façon dont tu vas aborder YouTube.